Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres qui ont marqué l'actualité environnementale de la semaine. Plusieurs agriculteurs africains s'adonnent de plus en plus à la pratique de l'agriculture bio. Dans ce journal, nous irons à la découverte d'un jeune entrepreneur agricole togolais qui a fait de l'agriculture écologique dans sa ferme. Au Burundi, un projet de conservation des écosystèmes de la biodiversité autour des aires protégées de 2 parcs vient de voir le jour. Ce projet a pour but d'améliorer la qualité de vie des populations environnantes. Et puis l'État de Floride aux États-Unis a été frappé par un violent ouragan qui a causé des inondations et plusieurs dégâts. Les détails dans un instant. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Germain Avouba, un jeune entrepreneur togolais, s'est lancé dans l'agriculture écologique depuis quelques années avec l'utilisation des engrais organiques. Ces initiatives entrepreneuriales dans le domaine de l'agriculture bio permettent d'avoir une santé saine et contribuent à la protection de l'environnement. Les détails avec Irène Kwakwadina. La gestion des déchets est un défi majeur dans les grandes villes des pays en voie de développement. Ainsi, la valorisation des déchets organiques en compost permet de réduire la pollution et fournir un engrais naturel à l'agriculture locale. Nous sommes ici dans la ferme d'Enigban, dans la commune de la V1. Monsieur Germain Avouba, agriculteur écologiste et propriétaire de cette ferme, a compris depuis quelques années l'importance de pratiquer une agriculture saine qui ne détruit pas les sols. Il a opté pour l'utilisation des engrais organiques qu'il prend soin de produire lui-même. Dans cette ferme, rien n'est perdu, rien n'est créé, tout se transforme. Du jardin aux excréments d'animaux et de ces excréments au jardin. Nous utilisons des engrais organiques que nous produisons nous-mêmes. Nous produisons nous-mêmes du jardin. Nous allons amener les déchets de nos produits à la porcherie. Quand les porcs vont broyer cela et faire la défécation, ces défécations reviennent dans le jardin. Nous prenons même nos produits que nous amenons, nous les transformons en purin de quelques jours. Par exemple, nous avons le purin de 14 jours. C'est nos feuilles que nous prenons, les légumes que nous prenons pour transformer rapidement en purin. Nous faisons des composts. Il y a les composts accélérés et les composts équilibrés. Les composts accélérés, ça va à 21 jours où il faut tourner pendant 7 fois. Chaque 3 jours, il faut tourner. Au 21e jour, ces composts sont prêts à être utilisés. Nous avons les composts de 45 jours que nous faisons ici, les composts de 90 jours que nous faisons. Avec la prolifération des maladies de nos jours, faire de l'agriculture bio est une référence en matière de santé. Avec les engrais minéraux, il y a les principes actifs dans les produits qui sont tués. Au lieu de manger pour avoir la santé, on mange d'abord, on n'a rien. Pire encore, nous avons le mal. Le cancer aujourd'hui pullule dans le monde. Des cheveux aux orteils, nous avons des cancers. Les cancers de prostate, des cancers du sein, un peu de tout. Mais avec les produits auxquels nous utilisons les engrais organiques, vous serez étonné que les produits pharmaceutiques que nous prenons chaque fois, nous pouvons être guéris miraculeusement sans aller à la pharmacie. Les agriculteurs togolais adhèrent de plus en plus à la pratique de l'agriculture biologique. Celle-ci ne présente pas que des avantages sur la santé, elle a également des atouts sur le plan économique. C'est un pourvoyeur d'emplois dans le secteur de l'entrepreneuriat. Pour rappel, l'agriculture écologique permet de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique d'une part, en limitant les rejets polluants et d'autre part, en stockant le CO2 dans le sol, d'où son importance. Le ministère togolais de l'eau, de l'hydraulique villageoise et celui de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique au Togo ont lancé récemment la construction de 2 adductions d'eau potable dans la ville de Dapon au nord du Togo. Les travaux porteront sur l'extension des réseaux hydrauliques pour desservir au total 7400 personnes. Ce projet vise à l'amélioration et à l'approvisionnement en eau potable dans le nord du Togo. Alexandra Dikambi. Du nouveau concernant le projet d'infrastructure et de développement urbain lancé le 16 novembre 2018, le ministre de l'eau, de l'hydraulique villageoise et le ministère de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique ont lancé le chantier de 2 projets d'adduction d'eau potable dans la région des Savanes le 18 août dernier.
L'objectif est d'améliorer l'accès à des installations hydrauliques urbaines en vue de la satisfaction des besoins en eau potable des populations. Les travaux portent sur la construction de 45 km de réseau d'eau potable pour la desserte de 10 quartiers peuplés de 2400 personnes. 4 forages seront construites, l'eau pompée à la nappe phréatique sera stockée dans un château d'eau d'une capacité de 100 m3 et distribuée à travers 33 bonnes fontaines à plus de 5000 personnes. Outre l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, le projet d'infrastructure et de développement urbain renforcera également la desserte dans les villes de Lomé et Kara. Il permettra également le renforcement des capacités institutionnelles en matière de l'eau, notamment dans les villes de Palimé, Tévié, Atakpamé et Sokodé. Ces travaux seront financés par le gouvernement du Togo à travers un prêt de 30 millions de dollars accordé par la Banque mondiale le 22 août 2018. Le Bénin avance de plus en plus vers l'agriculture biologique. Ainsi, l'Association des ingénieurs de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin promeut l'agriculture à base du compost. Cette initiative permet de limiter l'utilisation des intrants chimiques et la consommation des produits agricoles plus sains. Irène Papadina. Une agriculture respectueuse de l'environnement, c'est le défi fixé par les ingénieurs agronomes d'Abomey-Calavi, principale université du Bénin. Organisés en association, ces agronomes veulent promouvoir l'agriculture biologique sans l'usage des produits chimiques. Ils fabriquent des engrais naturels à base de compost formé de terre et enrichi de produits de décomposition tels que le fumier, ce qui donne un influent bien plus efficace que les autres produits utilisés. Cet influent a été choisi par les chercheurs pour sa richesse en matière minérale. De plus, il est issu du traitement des déchets biodégradables et du mixage avec de l'eau. Le mélange est réalisé grâce à un appareil appelé digesteur. Selon ces ingénieurs agricoles, cet engrais est 10 fois plus riche que l'engrais NPK, utilisé souvent sur de grandes surfaces cultivables. L'agriculture biologique se développe de plus en plus au Bénin, surtout dans le domaine du maraîchage. Plusieurs spécialistes de l'environnement et de l'agriculture réfléchissent à de nouvelles stratégies pour réduire l'utilisation des intrants chimiques et favoriser ainsi la consommation bio. Face à la perte du couvert forestier au Burkina Faso, l'organisation non gouvernementale britannique TreeEarth lance une campagne de reboisement. L'objectif est de planter 1,5 million d'arbres dans le pays et de contribuer ainsi à l'atténuation du changement climatique. Retrouvons Alexandra Adekambi. Le Burkina Faso perd plus de 105 000 hectares de forêt par an, selon le ministère burkinabé de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. C'est ce qui justifie le lancement de la campagne de 1 500 000 plants d'espèces utilitaires pour renforcer la résilience des communautés dans un contexte de crise sanitaire et de changement climatique. L'ONG TreeEarth mène l'opération sur l'ensemble du territoire burkinabé sous la supervision du ministère burkinabé de l'Environnement. Parmi les espèces d'arbres à planter figurent le baobab, le karité et le néré. L'ONG britannique TreeEarth assurera également l'entretien de ces plantes. Outre la restauration du couvert forestier, l'objectif est de renforcer la résilience des communautés dans un contexte de crise sanitaire et de changement climatique. L'objectif global est d'augmenter la superficie des forêts dans le pays d'Afrique de l'Ouest, estimée à 3,9 millions d'hectares par le ministère burkinabé de l'Environnement, soit 14% de la superficie du territoire national. Au Burkina Faso, TreeEarth intervient également dans plusieurs autres initiatives, notamment le projet de gouvernance locale et de gestion décentralisée forestière, la 3e phase du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux et l'initiative de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso. Un nouveau projet de conservation des écosystèmes et de la biodiversité autour des aires protégées de Kibina et de Ruzizi au Burundi a vu le jour. Soutenu par l'Union européenne, la Belgique et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le projet a pour ambition d'impacter positivement la qualité d'environ 900 000 Burundais vivant dans les zones riveraines des deux parcs. Alexandra Dekambi pour les précisions. La situation socio-économique des populations riveraines des parcs nationaux de Kibera et Ruzizi, situés respectivement au nord-ouest et à l'ouest de Burundi, promet de s'améliorer dans les prochains mois.
c'est grâce à la valorisation des écosystèmes naturels et leurs communautés rurales au Burundi. Le nouveau projet de la protection de la biodiversité vise des objectifs alignés sur les priorités du gouvernement burundais. Le projet sera exécuté dans 11 communes riveraines des 2 parcs dans la province de Bujumbura. Il permettra de promouvoir la conservation et la protection des ressources naturelles et le développement socio-économique d'environ 900 000 riverains. Le projet Air Protégé bénéficie d'une contribution financière de 4 millions d'euros de la Belgique, d'1 million d'euros de l'Union européenne et d'1 million d'euros du PNUD. Pour rappel, ce pays de l'Afrique de l'Est compte 14 aires protégées qui couvrent 5,6% du territoire national et 31% de la superficie constituée des écosystèmes naturels. La République démocratique du Congo a accueilli dans sa capitale Kinshasa des responsables politiques et des acteurs dans la protection de l'environnement dans un contexte d'urgence climatique pour une durée de 3 jours. Cette réunion régionale est consacrée aux moyens pour réconcilier la production alimentaire et la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo. Irène Papadina pour le commentaire. Des responsables politiques et des acteurs de la protection de l'environnement ont ouvert le mardi 29 août dernier à Kinshasa une réunion régionale consacrée aux moyens de conjuguer la production alimentaire et la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo. Cette réunion régionale, prévue pour 3 jours, doit accueillir une centaine de participants d'une dizaine de pays. Les intervenants étaient unanimes. La protection de l'environnement doit mettre l'homme au centre de l'action dans une région où les populations locales puisent l'essentiel de leurs moyens de subsistance de la forêt. L'idéal pour cette rencontre, pour nous, la société civile et notre partenaire AFSA, c'est arriver à mettre en place et à faire comprendre la communauté, les décideurs politiques, les populations autochtones, comment on peut arriver à réconcilier la production alimentaire et la conservation de la biodiversité en face des défis du changement climatique. Je pense qu'il est très important que nous réfléchissions en particulier pour le bassin du Congo à la relation entre la conservation des forêts, le changement climatique et les systèmes alimentaires. En effet, si nous n'abordons pas la question des systèmes alimentaires, nous ne pourrons pas aborder la question de la conservation, car les gens détruiront la forêt à la recherche de nourriture. De son côté, le directeur exécutif de la Société de conservation du bassin du Congo, Josué Aruna, a estimé la nécessité que les donateurs soutiennent la politique envisagée par les autorités de la République démocratique du Congo afin de trouver un équilibre pour atteindre le développement et la préservation de la forêt congolaise. Derrière l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième massif de forêt tropicale de la planète, connu comme le poumon de l'Afrique, avec 220 millions d'hectares de forêt répartis à travers plusieurs pays, dont la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Cameroun. Au Japon, 1,33 million de tonnes d'eau usée issue de la centrale accidentée de Fukushima sera rejetée en mer. Le projet a obtenu le feu vert de l'Agence internationale pour l'énergie atomique après plusieurs études et rapports techniques. Le gouvernement nippon assure que ces eaux sont sans risque pour la santé. Cependant, ce projet suscite des inquiétudes pour les pêcheurs japonais et les pays voisins. Rachid Soumbirekou nous en donne les détails. Le gouvernement japonais prévoit de rejeter 1,33 million d'eau issue de la centrale accidentée de Fukushima en mer d'ici fin août. Le projet est porté par la compagnie d'électricité de Tokyo. Repoussé depuis 2018, ce projet a finalement obtenu l'autorisation de l'Agence internationale de l'énergie atomique en juillet dernier, après 2 ans d'enquête, 5 missions sur le terrain et 6 rapports techniques. L'organisation avait conclu que ces rejets d'eau en mer étaient conformes aux normes de sûreté de l'agence et qu'ils n'auraient qu'un impact négligeable sur la population et l'environnement, en ouvrant ainsi officiellement la voie à la réalisation du projet. Malgré cette autorisation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, cette mesure suscite des vives inquiétudes des pêcheurs japonais ainsi que les pays voisins de l'archipel nippon.
TEPCO envisage un rejet dans l'océan de 500 000 litres par jour minimum avec une dilution pour réduire le niveau de radioactivité de l'eau tritiée. Mais avant de rejeter l'eau à la mer, il est important de parvenir à la débarrasser de ces substances radioactives. Pour ce faire, l'opération TEPCO a mis en place un puissant système de filtration appelé ALPS, Advanced Liquid Processing System. Ce système permet d'éliminer une large partie de ces composés radioactifs qui ne subsistent qu'à l'état de trace. Toutes les substances radioactives sont éliminées sauf le tritium. Selon Christophe Gariel, directeur général adjoint en charge de l'environnement et de la santé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, cette substance est produite systématiquement par les réacteurs et rejetée par les centrales du monde entier. Elle est considérée comme inoffensive et est souvent portée du doigt dans l'augmentation des risques de cancer. Les organisations environnementales ont cependant critiqué le plan japonais. Greenpeace accuse le gouvernement nippon de minimiser les faits de radiation. Ces rejets de l'eau auront un impact négatif fatal sur les vies humaines, la sécurité et l'environnement écologique, a déclaré le régime nord-coréen. L'opération va durer des décennies. La reforestation des surfaces ravagées par les incendies au Canada connaît des difficultés. En effet, la régénération des sols est compromise par les feux de forêt. Les chercheurs de l'Université du Québec ont fait le constat tout en établissant un plan pour contrecarrer la situation. Suivant. La régénération des forêts canadiennes après l'épisode des incendies est loin de se produire. Des chercheurs ont établi que près de 300 000 hectares de forêt ont été brûlés en zone intensive et cela risque d'éprouver des problèmes de régénération. L'évaluation a été faite par des scientifiques de l'Université du Québec. Ceux-ci trouvent que la Société de protection des forêts contre le feu concentre ses efforts pour protéger les superficies exploitées par l'industrie forestière. Le professeur et chercheur en écologie forestière Victor Denroules affirme que si les accidents de régénération ou de peuplement qui changent la composition sont observés depuis longtemps au Québec, la différence actuelle est qu'on n'a jamais eu de superficie brûlée aussi importante que cette année. Face à cette situation, 50 000 hectares sont reboisés annuellement et en analysant les taux de surface reboisée chaque année, les chercheurs évaluent à 6 ans minimum la durée pour reverdir les 300 000 hectares brûlés dans les zones intensives. Un violent ouragan surnommé Idalia s'est abattu sur l'État de Floride au sud des États-Unis. Après avoir frappé le Cuba et l'État de Géorgie, l'ouragan s'est abattu sur la Floride en causant des inondations et des dégâts matériels importants, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les autorités invitent à la vigilance et les secours sont à pied d'œuvre pour établir la situation. Plus d'explications avec les images qui suivent. L'État de Floride se retrouve sous les eaux après le passage de l'ouragan Idalia mercredi dernier. En effet, l'ouragan Idalia, désormais rétrogradé en tempête tropicale, a arraché des arbres et des lignes électriques sur son sillage en balayant l'État de Géorgie voisine. Avec une vitesse de vent soufflant jusqu'à 150 km/h, l'ouragan Idalia a permis une montée des eaux rapides dans certaines villes. Les niveaux d'eau ont atteint la hauteur de 2 mètres, un niveau record dans certaines zones, poussant les habitants à se déplacer avec leurs affaires sur la tête. L'électricité a également été coupée dans la région. Aucun décès n'a été déploré, mais les dégâts matériels sont importants d'après le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Malgré les dégâts, le pire a été évité selon les autorités. Le président américain Joe Biden a quand même rappelé qu'il faut rester vigilant car la tempête continue son chemin à travers le sud des États-Unis. Idalia est la plus puissante tempête qui a touché terre sur cette partie de la Floride depuis 100 ans, a indiqué Dean Criswell, la patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles. Notons que près de 300 000 foyers étaient privés d'électricité en Floride et 1500 secouristes déployés pour aider les populations. Les scientifiques ont prévenu que les tempêtes deviennent de plus en plus puissantes au fur et à mesure que la planète se réchauffe et ceci en raison du changement climatique. Retour sur le continent africain pour clore cette édition, le géant pétrolier Eni a annoncé en début de semaine le démarrage de la production de pétrole et de gaz naturel au large de la Côte d'Ivoire. En partenariat avec la compagnie ivoirienne PetroCI, ce projet entend s'appuyer sur de meilleures technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plus de détails dans ce commentaire signé Irène Papadina. Le géant italien des hydrocarbures Eni a annoncé le lundi avoir démarré la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine situé au large de la Côte d'Ivoire.
Dans un communiqué, Eni a assuré que Baleine constitue la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien et le premier projet zéro émission. La production sera gérée conjointement par la compagnie pétrolière ivoirienne Petroci. Ce projet s'appuie sur les meilleures technologies disponibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il se fera en 3 phases. Dans un premier temps, la production sera assurée par une unité flottante capable de traiter 15 000 barils de pétrole par jour et environ 25 millions de pieds cubes par jour de gaz associé. Le démarrage de la deuxième phase prévue pour la fin de l'année 2024 portera la production de 50 000 barils de pétrole par jour et 110 millions de pieds cubes par jour de gaz. La troisième phase de développement vise à augmenter la production jusqu'à 150 000 barils de pétrole par jour et 200 millions de pieds cubes par jour de gaz. Selon Eni, les émissions de gaz restantes seront compensées par différentes initiatives, notamment la fourniture de fours améliorés aux communautés locales qui éliminent la consommation de bois ou de charbon de bois pour la cuisine. Certains organismes de la protection de l'environnement s'inquiètent des répercussions que ces travaux auront sur l'environnement. Voici qui met terme à cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de nos programmes. Bonne fin de semaine.